Bonjour Enya Barou, réalisatrice du film On ira sur la fin de vie, qui a déjà attiré plus d'1,5 million de spectateurs. Un succès mérité, car ce film mêle les rires et les larmes sur le sujet délicat d'un dernier voyage vers la mort en Suisse. Enya est la 15e invitée des Entretiens des 184, mais c'est la première à ne pas être professionnellement impliquée dans la fin de vie ou la démocratie délibérative. Comme elle va le préciser, elle a conçu ce film après 2016 et le décès douloureux de sa grand-mère. Mais il n'est sorti qu'en 2025, car trop de financeurs n'y croyaient pas. À peine âgée le mois dernier, de 34 ans, Enya est à la fois actrice, réalisatrice et scénariste. Actrice dans divers films et séries télévisées, dont Fleur bleue, co-réalisée par elle-même, avec une deuxième saison 2025 sur Canal+, et aussi 1,5 million de vues sur YouTube. Réalisatrice et scénariste de 4 courts-métrages, et ce premier long-métrage, On ira. Quand Véronique et moi préparions cet entretien, où Enya nous a poussé d'ailleurs à la tutoyer, nous avons perçu combien la proximité de sa famille compte pour elle. Dans sa famille, on n'hésite pas à parler de sujets difficiles, quitte à le faire avec le sourire. Son film reflète bien cet état d'esprit et au-delà de la fin de vie, il traite des obstacles à communiquer sur des sujets perçus comme tabous. Une anecdote avant de conclure, Enya voulait Cadmera dans le rôle du père dans son film, et ce dernier fut pris dans le témoignage sur les soins palliatifs de Costa Gravas, qui nous a promis de venir aussi un jour en entretien dès 184. Alors Enya, merci d'être avec nous et à toi la parole pour un bon quart d'heure en pensant à résumer à un moment le film que tous n'ont pas encore vu ou revu. Eh ben, À merci toi. beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très, très contente et puis très fière aussi de me retrouver à parler avec vous parce que ça veut dire que mon film est allé dans des contrées que j'aurais pas pu moi-même imaginer en l'écrivant. Donc, ça me touche et ça me fait plaisir. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et c'est tout à fait OK, parce que souvent, quand je rencontre des gens, les gens me disent: «Je suis désolée, j'ai pas vu ton film», et je suis là: «Mais c'est pas grave, c'est pas une obligation de voir mon film. Il y a déjà tout le temps pour le regarder». Et ensuite, je vais surtout vous raconter un peu le sujet du film et résumer l'histoire, comme ça, on saura tous de quoi on parle. Donc, c'est un film qui s'appelle On ira, qui traite de l'histoire de Marie, qui est une grand-mère de 80 ans qui a un cancer et qui en a marre et qui aimerait avoir recours au suicide assisté en Suisse, mais elle est incapable de l'annoncer à sa famille parce qu'elle ne veut pas leur faire de la peine. Elle a une petite fille et un fils qui ont eux-mêmes leurs problèmes dans la vie. La petite fille qui est en train de devenir adulte, qui a ses règles pour la première fois dans le film, et le fils qui a des gros problèmes des gros problèmes financiers. Donc voilà, donc chacun a ses secrets et personne ne communique vraiment sur ses problèmes. Et Marie, donc, décide d'emmener sa famille en Suisse à l'aide d'un camping-car en leur faisant croire qu'il y a un mystérieux héritage à récupérer dans une banque suisse, ce qui arrange bien le fils qui est en galère d'argent et ce qui fait plaisir à la petite fille qui est ravie de partir en vacances. Donc c'est une comédie dramatique. J'ai choisi le ton de l'humour parce que je vous en parlerai après, mais c'est un film qui est fortement inspiré de ma grand-mère. Et ma grand-mère avait beaucoup, beaucoup d'humour. Et elle m'a transmis cette arme un peu pour affronter les choses difficiles de la vie. Et donc aussi les sujets tabous et les sujets voilà, comme celui-là. Donc il était obligatoire de le traiter en comédie. Donc voilà, c'est un film avec Hélène Vincent qui joue le rôle de la grand-mère, qui est une actrice que j'admire et que je rêvais d'avoir depuis le jour où j'ai commencé à écrire ce film, en 2016. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis mis à écrire ce film en 2016 et pourquoi il est sorti en 2025, presque 10 ans plus tard. Donc moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère était habitée au rez-de-chaussée de notre immeuble, donc
Donc j'ai vraiment grandi, au quotidien avec elle et l'année de ma naissance, ma grand-mère a eu un cancer. Donc j'ai connu ma grand-mère malade toute sa vie, avec des hauts, des bas, des rémissions, des moments où je l'ai vue très malade et tout ça et donc pour moi, la maladie, c'est quelque chose avec, laquelle j'ai grandi. Alors ça a créé des choses, positives et négatives, en tout cas, ça m'a montré qu'il fallait avoir beaucoup de comment dire? De recul sur ça et de pouvoir en rire. Ma grand-mère, elle essayait de dédramatiser beaucoup pour que justement moi, en tant qu'enfant, adolescente et après future adulte, je ne sois pas traumatisée par sa maladie et donc j'ai eu un lien très, très fort avec ma grand-mère et quand elle est donc décédée de cette maladie en 2016, hem, on avait eu l'occasion, quelques années auparavant, de voir un documentaire ensemble sur la fin de vie, sur une dame qui était partie, en Suisse pour avoir recours au suicide assisté et je me souviens de ma grand-mère qui était en forme, plutôt en forme à ce moment-là, me dire, «Oh mais je comprends tellement cette personne, qui fait ça, moi si je pouvais faire ça, si un jour ça partait en cacahuète, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça, parce que ma pire angoisse c'est d'être un légume, ma pire angoisse c'est de pas pouvoir décider et c'est de voilà, c'est de souffrir en gros quoi». Et donc ça m'est resté en tête parce que je me suis dit: «Tiens, c'est fou». Ma grand-mère sur plein de sujets comme ça, elle était assez, moderne en fait, elle venait d'une famille très croyante, pour autant elle l'était pas spécialement. Elle était pour, l'avortement, elle était pour, le droit à mourir dans la dignité, ce qui était assez intriguant de la part d'une personne qui est née en 1930 quoi. Donc ça m'a pas mal, marquée et quand elle est décédée, il se trouve que, bah, le la vie a repris, ses droits, enfin son cours quoi et en fait, la maladie a pris le dessus. Cette discussion, on l'a jamais re-eue et elle a été hospitalisée et ça tout s'est enchaîné très vite et donc elle a pas eu le choix de ce qui s'est passé et nous, en tant que famille, on a subi sa fin de vie comme quelque chose de vraiment douloureux dans le sens où, elle a eu donc, je pense parce que le discours des médecins était très flou, mais recours à une sédation profonde. On nous a dit en gros: «Il faut dire au revoir à votre grand-mère, elle va partir d'ici 48 heures» et en fait, ce moment où ma grand-mère était, endormie mais à moitié, souffrante, on avait l'impression visuellement en tout cas qu'elle souffrait, a duré en fait plus de 2 semaines et ça a été 2 semaines qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marquée, qui m'ont, pour ne pas dire, traumatisée, en tout cas qui m'ont bousculée et quand elle est décédée, j'ai fait un discours à son enterrement très drôle où j'ai parlé du fait qu'elle me faisait des pommes de terre sautées tout le temps et que j'espérais qu'elle ferait des pommes de terre sautées au paradis, aux gens qu'elle allait trouver là-bas sur son chemin. Donc je me souviens que les gens à l'enterrement avaient beaucoup rigolé et ça m'a aussi marqué ce truc-là de me dire: «Tiens, c'est marrant, j'essaie de garder l'âme de ma grand-mère comme quelque chose de». Elle avait beaucoup de répartie, beaucoup de panache et à l'enterrement, tout le monde a fait des discours assez tristes, les gens étaient très tristes et je me souviens de me dire: «Il faut que j'arrive avec un discours drôle, il faut que je fasse rire cette assemblée de gens à cet enterrement». Ça a fonctionné, les gens ont beaucoup rigolé et j'ai dit lors de ce discours: «Un jour, je ferai un film sur toi, je ne sais pas encore quoi, mais je ferai un film sur ma grand-mère». Puis je me suis mis à réfléchir. Moi, mon rêve de faire du cinéma, c'est depuis que je suis petite. J'ai fait une école de cinéma, mon père travaille dans le cinéma, donc je suis, comme plein de gens le disent, une fille de quelqu'un qui fait déjà du cinéma. Mon père m'a transmis cette passion-là. Lui, il a toujours fait de la comédie, très populaire, très, divertissante et moi, je sais que j'avais un besoin de faire de la comédie aussi, mais sur des sujets graves et je me suis dit: «OK, j'ai envie de parler de ma grand-mère, mais le public, il s'en fout de ma grand-mère, il la connaît pas, donc il faut que je trouve, quelque chose. En fait, pourquoi j'ai envie de parler d'elle?» Et puis à force de réflexion, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de ce moment-là. J'avais envie de canaliser ce moment-là qui m'avait traumatisée et d'en faire autre chose et je me suis dit: «Bah, l'écriture, c'est magique, en fait, ça permet de guérir des choses et puis de se réapproprier une réalité et donc en fait, si je transformais la fin de vie de ma grand-mère qui s'est passée comme ça et d'une manière, qu'elle n'aurait pas aimée et qui nous a fait souffrir nous, si grâce à l'écriture, je la transformais, je lui écrivais la fin de vie, qui lui ressemblerait le plus et donc je lui ai écrit une fin de vie dans laquelle elle décide d'aller en Suisse, d'avoir recours au suicide assisté mais et j'ai voulu traiter du fait qu'elle n'arrive pas à communiquer ça parce que pour moi, justement, le manque de communication sur ce sujet-là a été une des raisons pour lesquelles, finalement, ma grand-mère n'a pas eu recours à cette aide à mourir et donc voilà. Je me suis dit: «Je commence à écrire, je veux que ce soit une comédie, je veux que ça parle de ma grand-mère, je veux, que ça parle du tabou, de la non-communication, sur des sujets que sont la mort, la maladie, la fin de vie, qui sont même dans des familles comme la mienne où on rigole de tout et on parle de tout, quand même ça reste des sujets super tabous.
Parce qu'en fait, les gens, même, je me souviens, moi, quand je parlais de ma grand-mère à table, une fois qu'elle était décédée et tout ça, ça mettait un peu une mauvaise ambiance, alors que moi, j'avais que envie de parler de ça pour la faire vivre, quoi. Et donc, ça m'a marqué ce truc de non-communication. Donc, j'ai écrit. Et puis, j'ai écrit pendant 2 ans, parce que j'avais fait que des courts-métrages. Donc, bah, quand on commence à vouloir faire un long-métrage, on écrit d'abord tout seul, on n'est pas payé pour écrire, enfin, on fait ça dans notre coin. Puis au bout de 2 ans, j'ai trouvé une production qui m'a dit, nous, ça nous intéresse, mais il faut qu'on trouve des financements. Au bout de 2 ans, au bout d'un an de recherche de financement qui était non fructueuse, le Covid est arrivé. Donc là, on a eu 2 ans de rien, c'est-à-dire fermeture des cinémas, fermeture du monde du cinéma, et voilà, donc pas de financement possible. Donc 2 ans d'attente, dans lesquels évidemment, moi j'ai fait d'autres choses, j'ai travaillé, j'ai avancé, mais en tout cas, ce scénario était en attente. Quand le Covid s'est arrêté, que les cinémas ont réouvert, je suis arrivée avec ce scénario et tous les financiers m'ont dit, bah, là, on sort du Covid, il est hors de question qu'on finance un film sur la fin de vie, les gens vont pas aller voir ça au cinéma. Donc il a fallu attendre encore. Pendant tout ce temps, Hélène Vincent avait accepté le rôle depuis 2017, donc en fait, elle a attendu 6 ans que le film se fasse et elle m'a jamais lâché en fait. Euh, et puis finalement, il a fallu attendre 1 an et demi, 2 ans après le Covid pour continuer les financements. Et on a fait vraiment le tour de tous les financiers qui existent. Et on n'en a eu que deux, qui étaient donc Canal+, sans qui ce film n'aurait pas pu exister, et la région PACA, dans laquelle j'ai tourné. Et pardon, trois, mon distributeur, qui est donc la personne qui finance les films, qui est chargée de promouvoir le film dans toute la France, de le sortir dans le plus de salles possible, etc. Ça, c'est un partenaire qui investit dans le film et qui après récupérera de l'argent au moment de la sortie. Ces trois financiers ont donné peu d'argent, mais ont donné de l'argent. Donc c'est finalement un film qu'on a fait avec un budget plutôt très restreint pour un film de cinéma, encore plus pour un road movie où il y a beaucoup de décors, beaucoup d'acteurs, enfin 4 acteurs tout le temps à l'image et tout ça. Donc on a fait avec les moyens du bord, on a tourné ça en 26 jours, ce qui était très rapide. Et voilà. Et on a eu une équipe trop soudée. En fait, ce qui est génial quand on a des tournages comme ça qui sont pas très bien payés finalement, c'est que les techniciens qui viennent bosser avec vous, ils viennent soit parce qu'ils ont adoré le scénario, soit parce que ils aiment votre manière à vous de travailler, ou ils ont un atome crochu avec moi. Et donc on se retrouve finalement avec des gens qui sont pas là juste pour faire leurs heures de technicien ou pour gagner leur vie. Ils sont là parce que le projet leur tient à cœur. Et on a eu une équipe soudée incroyable et c'était une expérience folle de faire ce film. Moi, c'était assez fou pour moi de tourner ce film parce que j'ai engagé donc Hélène Vincent et une jeune fille qui s'appelle Juliette Gasquet qui jouait mon propre rôle. Donc je voyais cette petite fille et cette grand-mère jouer des scènes que j'ai écrites qui étaient tirées de ma propre vie. Donc c'était très émouvant souvent. Et voilà, je reviendrai plus tard sur les raisons de pourquoi les financements c'était compliqué, mais en gros, pour résumer, c'est que le film faisait peur à tout le monde parce que rire de la mort, on le fait pas souvent. Et alors, rire de la mort et espérer que ça marche au cinéma, là, c'est carrément un bug dans le cerveau des financiers, donc là, ça, c'était pas possible. Et finalement, la sortie du film, j'en viens à là, a prouvé le contraire à tous ces financiers qui m'avaient dit non. Et j'ai pas d'esprit de revanche, je suis juste trop fière. C'est juste que le film a été très bien accueilli par le public. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait une tournée de 63 dates avec le film dans toute la France. Et moi, je ne suis pas connue. Et le film, c'est un premier film. Je me souviens arriver dans les salles et voir des salles pleines. On m'avait annoncé que la cible de mon film, ça allait être des gens de plus de 50 ans. Et en fait, je me retrouvais avec effectivement des gens de plus de 50 ans, mais aussi des jeunes qui venaient avec leurs grands-parents, des jeunes étudiants en médecine. Et ça m'a hyper touchée. Je me suis dit, en fait, on est sur quelque chose, il y a un sujet, c'est-à-dire que ça, je savais qu'il y avait un sujet, d'autant plus que les travaux sur la loi au droit à mourir dans la dignité étaient en cours. Et c'est fou d'ailleurs que mon film se soit si bien. J'ai commencé à l'écrire en 2016, donc que finalement l'actualité ait rattrapé mon film à ce point-là. Mais j'ai surtout senti dans cette tournée que les gens avaient besoin de parler de ça, que les gens étaient prêts à rire de ça, que ça leur faisait du bien, qu'on rit de cette manière-là, de ce sujet-là, et qu'il n'y ait pas forcément une morale, enfin que ce soit pas un film moralisateur en fait. Donc on a fait 63 dates pleines. Et le film est sorti, on a fait 500 000 entrées, ce qui est pour un premier film assez fou. Enfin, c'est très dur, le cinéma en France. Enfin, il y a beaucoup de films qui sortent, il y a beaucoup, beaucoup de propositions, beaucoup de choix, et des films qui marchent, il n'y en a pas beaucoup. Encore moins des films avec des petits budgets comme ça. Donc c'est vrai que
c'est une aventure assez folle qui nous est arrivée. Je dis «nous», parce que je parle de mon équipe et de la production et de tout le monde. Et voilà, donc grosse fierté et puis finalement, tout ça pour finalement on a fait une projection à l'Assemblée nationale après tout ça. Et c'est là que c'est fou de me retrouver à parler avec vous, c'est qu'effectivement, moi, j'ai fait ce film, en sachant évidemment que je fais un film qui parle d'un sujet d'actualité et qui est un sujet, politique. Maintenant, moi, j'ai fait un film qui parle de ma grand-mère et d'une famille qui a du mal à communiquer et j'ai fait ce film, moi, assez égoïstement pour, évacuer quelque chose qui m'avait fait de la peine. Et en fait, ce film a fait écho dans des sphères bah, qui m'ont emmené à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez fou. Et je suis super fière de me dire que j'ai fait un film qui est drôle, qui a attiré un public large et qui en même temps peut être projeté à l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'est une vraie fierté parce que j'ai grandi avec un père qui fait de la comédie populaire. On a toujours mis en opposition les films élitistes et les films d'auteur à la comédie populaire. Et j'ai toujours rêvé de faire des films qui arrivent à mélanger les deux. Et donc qui arrivent à faire rire sur des sujets d'actualité, des sujets de société, qui font réfléchir, qui font se questionner et qui sont en même temps accessibles à tous, mais qui peuvent parler d'un sujet sérieux. Et j'espère, je crois peut-être avoir, en tout cas, réussi moi ce que je voulais faire avec ça. Maintenant, c'est un film, tout le monde ne peut pas l'aimer, mais moi j'en suis très fière. Je vous ai fait un tunnel là, mais merci de m'avoir écoutée. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, Marc-Olivier, mais c'était pas mal. C'était très bien, non, un quart d'heure, comme prévu. Il va y avoir certainement des questions qui vont venir. Les gens vont lever la main. Véro va vérifier en même temps sur le chat s'il y en a. Je ne vois pas encore de mains qui se lèvent immédiatement. Euh, ah bah si, voilà, Agnès. Alors, J'y vais? OK. Merci Enya. Je voulais te dire, moi j'ai eu la chance d'aller à l'avant-première de ton film puisque l'association, on était quelques-uns je pense, ont profité l'association, pour le droit enfin le droit à mourir et avait lancé un certain nombre de places, offert des places, donc j'en ai profité. La salle était pleine comme tu dis, il y avait la petite Juliette qui était pas très loin de moi et j'ai trouvé que c'était une super actrice. Je l'ai félicitée d'ailleurs, je l'ai voilà. Et tout le monde a ri, il y a eu des moments de plus de silence en effet et de larmes, je pense, parce que ça suscite en fait plein d'émotions ton film. Enfin, tu sais faire réagir, tu as su faire réagir et faire vivre plein d'émotions en chacun de nous, parce qu'évidemment la fin de vie, ça parle à tout le monde, hein. On a tous vécu, des gens autour de nous. Et moi, une des choses que j'ai bien aimé, je voulais te poser la question, c'est tu fais un long moment avec des gens du voyage et alors c'est déjà tu as tourné où? Ça, je suis très curieuse de savoir et cette scène et pourquoi? Pourquoi ça? Alors, déjà, on a tourné à Martigues dans un studio, alors, c'est un peu les coulisses du truc, qu'on révèle pas normalement, mais je vous le dis parce que c'est marrant quand même, mais pour ceux qui ont vu le film, toutes les séquences de voitures qui roulent, enfin de camping-cars qui roulent, dans les fenêtres, en fait, c'est des écrans, numériques. Parce qu'on avait le choix, on avait 2 options. On avait l'option de tourner vraiment, avec le camping-car sur une route et tout ça, mais quand on a un petit budget comme le nôtre, en fait, ça demande de bloquer des routes, d'avoir de la figuration de voiture, de donc quand on bloque une route, il faut faire des allers-retours sur cette route, mais à la caméra, en gros, on a un temps pour faire ça qui est beaucoup plus restreint que si on était en studio, dans un endroit fixe avec des écrans qui défilent, quoi. Donc moi, j'ai voulu longtemps tourner en vrai de vrai parce que j'étais complètement contre l'idée de faire des choses en effets spéciaux. Et en fait, quand je me suis retrouvée en repérage du film dans un camping-car sous 40 degrés, en imaginant Hélène Vincent qui allait devoir passer 20 jours là-dedans, je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Donc on a tourné dans un studio à Martigues et en fait, c'était super. Et donc dans ce studio, il y avait un parking en hauteur avec une vue sur tout Martigues dans lequel on a tourné les séquences du camp de gitans. Et cette histoire de gens du voyage, en fait, c'est pareil, c'est tiré de mon expérience. En gros, j'ai une amie dont les parents sont amis avec des gitans, des vrais gens du voyage. Et je me suis retrouvée en vacances avec eux en Italie un été il y a 5 ans. Et j'ai sympathisé avec Iago, qui était donc le père de famille de cette famille et qui est le chef de son camp de gitans dans le 93. Et, et je lui parle de ma grand-mère et il me parle, lui, de la manière dont les gens du voyage, s'occupent de leurs personnes âgées. Donc, ils les mettent pas en maison de retraite, ils s'en occupent jusqu'au bout.
Il y a vraiment un respect des aînés, qui est fou, et ils me parlent de, voilà, de leur rite, funéraire, de brûler la caravane, de récupérer un objet avant, tout ça et je me dis: «Waouh, c'est tellement, différent de ce qu'on connaît, c'est tellement plus gai, tellement plus spirituel». Moi, je sais que je suis pas je suis pas croyante particulièrement, mais j'ai toujours trouvé que, il y avait une froideur dans notre manière d'aborder, les enterrements et voilà et les cérémonies mortuaires quoi, qui étaient quand même très, très tristes et ça m'a vachement inspirée et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et quand j'ai écrit mon scénario, je me suis dit: «Waouh, ce serait trop bien de faire un parallèle entre notre manière à nous, d'aborder, les rites funéraires et une autre manière, qu'on ne connaît pas forcément tous» et voilà et donc je les ai int et comme mon film était un road movie, ça me paraissait évident, qu'ils puissent croiser ces gens-là et voilà. Je peux rebondir sur la question d'Agnès. Tu nous as dit quand on préparait que tu n'avais pas eu le temps et tu voulais pas que ça interfère. Tu n'as vu ni le film d'Almodovar, ni le film de Costa Gavras qui, lui, se concentre sur les soins palliatifs, mais qui a aussi une scène et des gens du voyage qui interviennent là-dedans et qui apportent une autre culture, une autre approche de la mort. C'est une coïncidence qui est quand même assez frappante, Ouais, euh, qui est probablement fortuite, mais que vous ayez eu le besoin de montrer qu'on pouvait avoir d'autres façons d'approcher la souffrance, la fin de vie, la mort, que la nôtre très, très réservée. bien sûr. Alors, quand on parlait aussi, le choix des acteurs est très important, ils sont tous formidables. Euh, Moi, j'avais l'impression qu'il y avait, et Véronique, il y aura une question, peut-être on va la poser l'un après l'autre et puis tu répondras, il y avait de l'improvisation parce qu'ils étaient tellement spontanés, c'était tellement direct et tu nous as expliqué pas du tout, mais je te laisserai en parler. Et puis Non, Véronique, c'est vrai qu'il y a pas eu du tout d'improvisation, sur ce film, dans le sens où on a tourné de manière très rapide, 25 jours, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, un tournage à peu près normal, financé normalement, c'est rarement moins de 38-39 jours de tournage et c'est vrai que 25 c'était, très rapide et donc en fait, ça nécessitait que le texte soit su par cœur, qu'on sache exactement ce qu'on fait, que tout était timé. Chaque plan, on savait qu'on avait une demi heure pour faire ça, une demi heure pour faire ci, donc ça a laissé peu de place à l'improvisation. Hem et en même temps, c'est un scénario qu'on a développé avec mes co-scénaristes pendant 7 ans. Donc en fait, notre texte était vraiment, on n'avait pas de doute sur ce qu'on avait écrit, sur les répliques, sur les dialogues et tout ça. Donc cette sensation de naturel, elle est liée uniquement au talent des acteurs, et aussi au fait que les acteurs se sont super bien entendus. On a vraiment fait le choix parfois sur des tournages, les acteurs sont logés dans tel hôtel et l'équipe est logée dans un autre hôtel. Et souvent, on est dispatchés, les gens sont pas au même endroit et tout ça. Et j'avais vraiment demandé sur le tournage à ce qu'on soit tous au même endroit. Donc on était tous, les acteurs et l'équipe, dans un espèce de centre de vacances dans le sud, d'appart-hôtel, quoi, avec une piscine au milieu et une espèce de pierre et vacances. Et en fait, c'était génial parce que les acteurs et toute l'équipe étaient forcés le soir, soit ils mangeaient chez eux, soit ils allaient manger tous ensemble, un peu dans un lieu commun à l'endroit. Et ça a vraiment tissé des liens, et c'est ce que je voulais, entre les acteurs, entre eux, l'équipe et les acteurs. Et ça, c'est hyper important. Je pense que ça a beaucoup contribué à cette sensation de naturel, c'est qu'ils s'entendaient vraiment bien en dehors du tournage. Hélène et Juliette, c'était vraiment comme une petite fille et sa grand-mère. Pierre et Hélène se connaissaient déjà parce qu'ils avaient fait le film de François Ozon ensemble, le film, je ne sais plus comment il s'appelle, avec les champignons là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Quand vient l'automne. Donc voilà, et David et Pierre Lotin se connaissaient aussi parce qu'ils avaient fait un film qui s'appelle Un triomphe. Donc en fait, il y a eu tout ça qui a pris, j'ai eu beaucoup de chance et ça a créé un naturel entre eux quoi. Et ils sont très très, c'est des acteurs très 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 talentueux surtout. Véronique, Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai 2 questions. Une question sur le titre du film, parce qu'on ira, c'est un titre, très court. Comment il a été choisi? Et j'ai une question aussi sur les réactions, du public. Est-ce que, il y a des personnes qui étaient, vraiment hostiles au film? Parce que je sais que bon, en règle générale, je pense qu'il est très bien accueilli, mais, est-ce que d'autres personnes ont été, bah, un peu secouées, mais dans l'autre sens, par ce film? Voilà, merci. Alors le titre, c'est rigolo parce que le film s'est appelé Partir un jour pendant des années.
Et c'était là donc une chanson d'un groupe que j'écoutais quand j'étais ado, qui s'appelle les To Be Free, qui avait fait cette chanson qui s'appelle Partir un jour. Et je voulais acheter la chanson pour la mettre dans le film. Et c'était vraiment, j'y tenais à ce titre parce que je trouvais que c'était un titre qui était assez kitsch, assez drôle et qui était optimiste et en même temps, voilà, qui collait très bien au film. Et on a mis tellement de temps à faire ce film qu'entre-temps, un autre film est arrivé qui s'appelle Partir un jour et qui est sorti et qui a été tourné avant moi, qui est sorti avant moi. Et donc en fait, on m'a dit, bah, Enya, là, on peut pas avoir deux fois le même film avec le même titre, donc il a fallu changer. Et je savais que je voulais un titre d'une chanson que je voulais acheter et mettre dans le film. Donc on s'est dit, bah tiens, un moment dans une version du scénario, le personnage de Marie était fan de Jean-Jacques Goldman et donc elle écoutait On ira de Jean-Jacques Goldman. Donc on s'était dit, bah on ira. C'est un titre qui est optimiste, qui est ouvert vers l'avenir. On aime bien, on va mettre la chanson dans le film. Finalement, on n'a pas mis la chanson. Et on a mis Voyage, voyage. Et puis après, on s'est dit, est-ce qu'on appelle le film Voyage, voyage? Et on s'est dit non. Et on a gardé On ira. Donc tout ça s'est fait en plein d'étapes. Mais On ira, qui était un titre un peu de travail en se disant, bon, on changera le jour de la sortie, on verra, on trouvera mieux. En fait, on s'y est tous fait, mon producteur, moi, même les acteurs, tout le monde. On ira, c'était devenu une évidence. Et ouais, je sais pas, il y avait un truc optimiste dans ce titre qu'on a choisi de garder. Et pour l'accueil du film, donc majoritairement, ça s'est trop bien passé. Il y a eu un jour, une dame, de confession catholique qui était, vraiment dérangée par le film et qui a pris le micro, lors d'une avant-première pour me dire que ce que j'avais écrit, c'était un meurtre en gros et donc on a débattu ensemble. C'était assez, elle était dans l'émotion, donc elle est arrivée avec des termes un petit peu, dur comme ça et en fait en discutant voilà c'était intéressant parce que bon en réalité elle avait pas trop les tenants et les aboutissants de la différence par exemple entre le suicide assisté, l'euthanasie entre il y avait plein de choses voilà c'est juste que ça l'a choqué dans son fort intérieur ce que je peux entendre et d'ailleurs il y a des gens j'ai aussi des gens qui sont venus me voir en me disant moi je suis complètement contre ça mais j'ai aimé le film et c'était étonnant parce que il me disait, bah, moi, si on devait voter pour cette loi, je serais contre, mais j'ai rigolé, j'ai aimé le film et je comprends. Et je comprends que des gens soient pour, mais moi, je peux pas. Et le mari de cette dame catholique, elle a quitté la salle, elle n'a pas voulu venir me voir à la fin. Voilà, elle n'était pas très contente. Et son mari est venu me voir en me disant, je suis désolée, vous savez, on est très très croyants et tout ça. Je lui ai dit, mais j'entends, j'ai pas d'argument à donner à ces gens-là. Si ça les choque, ça les choque. Et après, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le personnage qui joue le gitan dans le film, justement, Enoch Cortés, il est très très croyant. Et quand je l'ai auditionné pour le rôle, on en a beaucoup parlé tous les deux. Et il m'a dit, mais moi, pour moi, ça, c'est pas possible, ça c'est interdit, quoi. Mais c'est ton histoire, c'est ta grand-mère, et ça me touche ce que tu as envie de raconter. Et en fait, il arrivait à faire le distinguo entre ses croyances à lui et le récit que je faisais, et surtout ses croyances à lui, la liberté que lui s'octroie avec ses croyances, et la liberté que les autres peuvent avoir envie d'avoir. En fait, c'est toujours cette histoire de c'est pas parce que quelqu'un décide de faire ça que ça dérange les autres normalement. Donc voilà, j'ai eu cette expérience avec cette dame qui était un peu. Je me souviens que ça m'avait beaucoup. J'avais vachement peur de ça pendant la tournée. Et même pendant la promotion où j'ai fait des télés, des radios et tout ça, j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux sur ce sujet-là et qu'on m'attaque en me disant, en gros, ta grand-mère, elle a pas vécu ça, tu as 30 ans, pourquoi tu t'attaques à ce sujet-là? Et en fait j'ai rarement eu ça. J'ai eu quand même beaucoup de bienveillance en face et beaucoup de gens qui avaient compris que moi, je parlais d'un point personnel et que j'étais pas là pour. Oui, forcément, j'ai souvent dit que c'était pas un film militant, mais en même temps, quiconque fait un projet artistique, que ce soit musical, photographique, peinture, film, a un point de vue, et un point de vue, c'est forcément un parti pris. Et donc, moi, ma position sur ce sujet-là était évidente en voyant le film. Maintenant, ce qui a été cool, je crois, c'est que le film n'amenait pas les choses de manière frontale et n'obligeait pas les gens à, à sortir de là en se disant ah bah en gros si je suis contre c'est moi le méchant ou si je suis pour c'est moi qui suis la gentille quoi. L'idée c'était les gens sortaient en se questionnant et c'était ça l'objectif en fait. Voilà. Si, une main est levée, Christian, en, au micro.
Et il y avait François aussi qui a levé sa Pardon, François, avant c'est même. vrai. Ouais. Je ne voyais pas, c'était caché. Mais vas-y, Christian, François a eu l'air de vouloir Oui, savoir. bonsoir Eniac. Vous nous avez expliqué la longue gestation de votre film. Voilà. Ma question, c'est est-ce que les travaux de la Convention citoyenne auxquels on a tous participé vous ont influencé ou est-ce que vous les avez suivis de près, de loin? Je les ai, Voilà. je les ai suivis de loin et j'ai su, et ça m'a beaucoup rassurée de savoir qu'une majorité de gens dans cette convention citoyenne, 75% je crois, était favorable à une loi pour l'aide active à mourir. Et je me suis dit, en fait, en entendant ça, c'est là qu'on se dit, en fait, ça fait logique pour moi d'entendre ça et de voir les salles pleines de gens qui viennent voir mon film. En fait, je me dis que les gens sont prêts à parler de ça. Les gens sont prêts à rire de ça, les gens sont prêts à discuter. Et donc ça a été cette convention citoyenne un peu oui, un phare au loin qui me disait, OK, je peux arriver avec ce sujet-là. Je pense que je vais pas avoir un rejet du public, en fait, parce que la preuve est là, que les gens sont OK à parler, en tout cas, de ça, à débattre, et en plus de sortir avec une opinion plutôt positive, en la faveur, en tout cas, d'une avancée, quoi. François, Vous avez parlé de chansons, je vous suggère d'écouter aussi Leonard Cohen, Traveling Light, qui aurait pu être un joli film, un joli titre. Mais surtout, enfin moi, voilà, je trouve que vous avez fait un chef-d'œuvre. Non, non, et le mot est pas, est pas dévalué. Pour ceux qui me connaissent un peu, dans ce que j'écris, je fais beaucoup de liens entre la médecine et le cinéma, je pense avoir vu à peu près tous les films sur ce sujet-là. Hem, il y en a 2 qui se détachent largement, qui sont Mar Adentro de Amenábar en 2003 et Les Invasions barbares. Ah, c'est un de mes films préférés. Alors, je trouve que le vôtre est au niveau des Invasions barbares, c'est-à-dire dans le top 2. D'arriver à osciller comme ça, d'être sur ce fil tendu entre, effectivement, l'humour et le tragique. Heu il y a des moments, enfin, on est capable de passer en quelques secondes du rire aux larmes ou en tout cas de beaucoup d'émotions, tristes à beaucoup de joie c'est ciselé. Effectivement, ça m'étonne pas que vous disiez qu'il y a pas d'impro, hem mais pour autant, on pourrait se dire qu'il y en a, enfin, effectivement, tellement c'est naturel. Donc ça veut dire que vraiment c'est ciselé à la seconde près. Il y a des petites choses que j'ai retrouvées. Alors je ne sais pas si vous avez mis dans le film tout ce qui est dans la bande annonce, mais il y a un truc qui est dans la bande annonce où Hélène Vincent dit: «Voilà». Heu et Ok. Ah ouais? Moi, je vais mourir bientôt, ouais, c'est ça, voilà, ouais, voilà Ah et oui. sa manière de le dire, je sais pas si c'est dans le film, je l'ai pas fait gaffe dans le film, mais par contre, j'ai revu la BO, la bande annonce, pardon, plein de fois ça, Pierre Lotin est absolument magnifique, là aussi dans la bande annonce, on peut se le regarder, même si ça dure que 1 minute 30, c'est génial. Vous avez que des acteurs magnifiques, mais surtout votre sujet et les parallèles sur, l'indicible, le non-dit, tout ce qui est tabou dans quantité d'autres sujets, c'est jamais relou, c'est toujours, très, très, il y a toujours beaucoup de tact, le médecin qui accueille, Hélène, elle est relou, mais ça tombe bien parce que nous sommes beaucoup à l'être. Et elle est, et ce film est un miracle et vraiment c'est un premier mais il y en aura plein d'autres parce que là, vraiment, et puis j'arrête, mon tunnel aussi à moi, mais c'était du petit lait et vraiment, je vous dis, Les Invasions barbares et vous, voilà. Merci, ça me touche beaucoup, vraiment, parce que bah, c'est un de mes films préférés, et puis ça me fait plaisir d'entendre autant de compliments sur ce projet. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. moi, c'est François qui est urgentiste, qui faisait le critique cinéma. Et moi, je vais revenir là sur une question que je n'ai pas posée pendant qu'on préparait et qui concerne, puisque vous avez dit qu'on pouvait en parler. Hein, si vous avez fait ce film, c'est parce que vous êtes prêt à reparler de ces moments, même s'ils étaient douloureux. Ouais, bien sûr. J'ai compris que quand votre grand-mère a probablement
était mis en sédation profonde et continue, maintenu jusqu'au décès. En fait, vous n'en êtes pas sûr, vous ne savez pas, vous ne savez pas qui a pris la décision. Et pour nous, parallèle avec la réflexion que mènent ceux qui sont pour l'aide à mourir, il faut un cadre juridique bien précis. Ça m'a interpellé, cette expérience que vous avez eue, y compris le fait que ça ait duré si longtemps, alors qu'on nous a expliqué que les médicaments peuvent commencer à moins agir. Mm, mm, mm. Oui, c'est vrai que c'est une expérience étonnante parce que j'aurais pu penser que c'est parce que moi j'ai pas eu l'information parce que mon père ne me l'a pas donné ou ma mère ne me l'a pas donné, mais en fait non, mes parents non plus. C'est-à-dire en gros, ma grand-mère était consciente et l'hôpital a appelé pour dire on sent que voilà que elle est en train de défaillir et donc il faudrait venir dire au revoir à votre grand-mère, votre mère, enfin voilà. Et en fait, ce que moi j'ai analysé, c'est elle avait donc des perfusions et le lendemain, elle n'en avait plus. Et le lendemain, elle était dans un coma qui aurait dû durer normalement, d'après les médecins, 24 heures, 48 heures et qui a duré 2 semaines. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu maintenant. Moi, j'ai pas été en contact directement avec les médecins. En fait, l'expérience qu'on a eue, et c'est aussi pour ça que la scène avec la médecin dans le film, elle est comme ça, c'est qu'on a été confrontés. Et après l'idée, c'était pas de faire une généralité et de dire les médecins sont comme ça. C'est juste que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est que j'ai eu un médecin qui était assez froid et qui était assez, qui nous donnait pas beaucoup d'informations en fait et qui était très occupé. Donc on a eu un accompagnement absolument zéro, absolument nul sur ma grand-mère, sur le décès de ma grand-mère à part les infirmières qui étaient vraiment géniales et qui étaient là tout le temps, on n'a pas eu d'explication en fait de grand-chose quoi. On a juste attendu, vu que ça n'allait pas et dû subir un peu tout seul, un peu à l'abandon cette expérience quoi. Donc voilà, ça a été une assez mauvaise expérience. Merci, Nathalie. Oui, alors merci. Moi, je l'ai vu le film, j'ai trouvé ça génial, hein. Je plus sois ce que dit François et mes autres collègues. J'avais deux questions parce que j'ai vu qu'Hélène Vincent avait commencé une série d'abord sur l'euthanasie avec le film de Vincent Lindon. Ouais. Et ensuite, en 2012, et ensuite avec le tien. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, ou alors est-ce qu'elle se préparait pour ton film plus tard? Et puis, j'avais une autre question vraiment très basique. Tu as dit que tu n'avais pas eu beaucoup de financement. Est-ce que c'est possible de savoir, d'avoir une idée? Parce que moi, je ne suis pas dans le monde du cinéma, c'est juste pour avoir une idée de combien ça coûte un film. Et là, par exemple, pour toi, quand tu dis que tu n'as Ouais. pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire? Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Alors Hélène, effectivement, elle a fait, moi je la connaissais pas à l'époque, elle a fait le film je n'ai oublié son nom, à ce réalisateur carrément. Bon, en tout cas, elle a fait Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, Quelques heures de printemps, avec Vincent Lindon. Et en fait, moi, quand j'ai voulu contacter Hélène, je me suis dit, mince, en fait, je me suis dit, c'est soit quelque chose de positif pour moi, soit pas du tout, qu'elle ait déjà fait un film là-dessus. C'est soit c'est un sujet qui lui tient à cœur et elle est militante pour cette cause-là et elle va vouloir faire mon film, soit elle a déjà fait ça et elle ne voudra pas voilà, faire 2 fois la même chose, même si c'est évidemment pas du tout la même chose en soi. Et quand je l'ai contactée, donc j'ai effectivement compris qu'elle était tout à fait pour le droit à mourir dans la dignité. Ça, je le savais, je me doutais, mais vraiment, enfin, je pense qu'elle finira par, si un jour elle doit faire ça, elle le fera, parce elle est vraiment intéressée à ce sujet-là. Et puis, elle a lu mon scénario et elle m'a dit, moi, c'est pas du tout un problème pour moi de faire 2 fois un film sur le même sujet, puisque c'est pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes, voilà, les mêmes caractères, les mêmes intentions pas le même traitement, donc elle était ravie de faire ça. Je pense que si elle pouvait en faire un troisième, elle en ferait un autre encore. Je pense que si les personnages sont différents pour elle, en fait, ce qui compte, c'est que les personnages soient différents. Elle ne rejouerait pas 2 fois la même femme, mais là, en l'occurrence, ils étaient diamétralement opposés, les personnages. Et pour le budget, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, c'est un peu un truc banal, enfin, c'est un exemple à la con, mais en gros, une comédie genre camping, une comédie populaire basique que vous pouvez voir, qu'il y en a plein au cinéma, ça va coûter entre 8 et 10 millions d'euros. Euh, un film comme, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'ai pas d'exemple. Eiffel, 22 millions. Oui, bon, Eiffel, ça c'est carrément, ça c'est des gros budgets, genre les mousquetaires et tout, là on est sur des trucs, vraiment, c'est des 25-30. Mais mon film a coûté 2 millions d'euros. Donc voilà, 2 millions d'euros, c'était assez.
Assez peu, finalement, ce que l'argent sur un film achète, c'est le temps et c'est pour ça que là, on a tourné, 25 jours et que là, je suis en écriture de mon prochain film. Mon rêve, c'est d'avoir, 38 jours de tournage. Enfin, je me dis, c'est vraiment ça qu'on achète avec l'argent, quoi. C'est le temps de faire les choses bien, de ne pas faire d'heures supplémentaires, de travailler normalement de 8 heures à 20 heures et de pas faire des parce que là, sur ce film, on a vraiment fait du 5 heures du matin, 21 heures, dans des conditions qui peuvent parfois être un peu, déplorables pour l'équipe et pour les acteurs donc voilà. Merci beaucoup. Alors, juste, j'avais une troisième question qui m'est revenue. Est-ce que, comme là, tu as pris l'option du suicide assisté en Suisse, tu avais pris contact avec les Suisses ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Absolument pas. Je ne les ai pas contactés. C'est une question qui s'est posée à un moment enfin, pas de prendre contact avec eux, mais je reviens juste par rapport au suicide assisté, de faire suicide assisté ou euthanasie. Et c'est vrai que moi, j'avais vachement peur, j'avoue, dans le choix de l'euthanasie, d'investir dans le film, du coup, un rôle d'un médecin, enfin, d'une tierce personne, en gros, qui serait là pour injecter quelque chose à quelqu'un. Et je savais qu'il y avait beaucoup de débats là-dessus et j'avais l'impression que le suicide assisté, c'était une manière plus... C'est elle qui décide, c'est elle qui boit ou qui fait l'acte en elle-même et donc en gros, ça n'engage pas une personne forcément du corps médical et j'avais l'impression que ça allait moins m'être reproché au moment du film. Donc on a fait le choix du suicide assisté pour que ce soit vraiment un choix à part entière du personnage et que je me positionne pas forcément sur est-ce que les médecins doivent à l'avenir, oui ou non, aider des personnes à mourir, quoi, qui me paraît être un débat intense, que je comprends compliqué. Avant de passer la parole à Véronique, d'ailleurs, on ne voit pas la fin du film, on n'assiste pas. Enfin, c'est Non, ouvert. ça a été une longue question, ça aussi. Il y a une version du scénario qui a duré longtemps où on voyait Marie mourir. Et ça a été un vrai débat jusqu'à la veille du tournage, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'imaginer ça dans le film. Je me disais, mais c'est trop glauque, c'est trop triste, c'est trop violent. Et en même temps, je culpabilisais de pas le faire parce que j'avais l'impression de survoler le sujet et de pas affronter le truc vraiment. Et je me suis dit, si je parle de ça, il faut que j'en parle jusqu'au bout et tout ça et tout ça. Et puis en fait, arrivé sur le tournage, au moment de faire cette séquence-là, je me souviens d'avoir dit à mes producteurs, je crois que je vais pas le tourner. Et ils m'ont dit, non, non, mais attends, tourne-le, on sait jamais, comme ça tu l'auras au montage, et au pire tu le mets pas, mais au moins tu l'as. Et j'ai dit, mais non, parce qu'en fait, c'est une décision à prendre, il faut que je sache maintenant de quoi parle mon film. Et mon film, il parle pas de ça. Mon film, c'est pas un documentaire sur comment ça se passe le suicide assisté. Mon film, c'est un film sur le revoir, sur le deuil, sur la fin de vie, sur cette famille, en fait. Et la manière dont ça se termine, elle est à l'image de Marie, en fait. C'est quelque chose de très joyeux, très solaire, très positif. Et pour moi, c'était ça le film. Et donc, je leur ai dit, je ne veux pas le tourner, parce que je suis sûre de moi et j'ai besoin d'être sûre de moi maintenant. Et je ne l'ai pas fait. Et on a choisi cette fin. Et au montage, mes producteurs étaient très contents. Ils m'ont dit, on n'aurait pas pu imaginer une autre fin maintenant que celle-là, quoi. Véronique, Oui. Alors moi, je pose la question de Daniel qui l'a écrite, donc et qui demande: «Est-ce que, ton film, il va être distribué à l'étranger?» Alors le film, pour l'instant, il a été distribué en Italie et en Espagne et au Québec. Il est au Québec en ce moment, il était en Italie et en Espagne au mois d'août et il est toujours en vente à l'international, donc on peut avoir d'autres demandes. Je sais qu'il y a eu les Pays-Bas aussi. Il est sorti en Belgique. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Et puis voilà, il y a des gens qui s'occupent des ventes internationales qui sont disponibles pour être contactés par des pays si jamais un jour ce film et qu'on peut le vendre aux États-Unis ou j'en sais rien, en Allemagne, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on a déjà 4 5 pays étrangers, ce qui est vraiment chouette. Et c'est marrant parce qu'il y a un site internet qui s'appelle Letterboxd, qui est un peu l'équivalent de Allociné, mais pour des films à l'international. Et il y a des commentaires donc en espagnol, en italien, en anglais et tout, de gens qui l'ont vu. Et je me suis dit, c'est marrant tiens, d'imaginer qu'il y a des gens qui sont allés voir ça en Espagne. Ça me fait bizarre, je trouve ça trop bien, quoi. Et le film, à l'international, s'appelle pas On ira, il s'appelle Bon Voyage Marie. Et ça, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Enfin, c'est une proposition de la vente internationale qui m'a proposé ce titre-là. Et je l'ai accepté parce que voilà, ils avaient besoin d'un titre qui parle à tout le monde. Je sais pas. Bon Voyage Marie, c'est le film. Il s'appelle comme ça. Agnès,
Ouais, j'aime beaucoup Bon Voyage Marie en Italie, ouais, c'est bien. Euh, non, au-delà de ça, je vais revenir sur la conversation juste avant. C'était moi justement, j'ai trouvé que la scène de la fin de Marie est une rupture à mon sens dans ton film parce que on est sur une balade en fait. Ok, on a toujours en fond de sujet, en fond d'écran, le fait que bon, ils partent en Suisse, mais c'est léger, c'est drôle, c'est des rencontres, c'est une comédie. Et puis jusqu'au bout, l'accueil, enfin donc que tu imaginais, hein, bien sûr, puisque tu n'as pas pris contact, cette maison dans les bois et cetera et puis ils jouent, ils font des jeux de société et cetera. Elle les regarde, enfin elle les regarde jouer et puis paf, le lendemain, où Mmh. tout voilà et ça, j'ai trouvé que c'était un retour à la réalité, qui est la réalité, en fait, quand on des deuils, en fait, hein, quand on perd quelqu'un et là, je trouve que c'est la rupture dans le film, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas une rupture, mais ouais, on revient quand même, au sujet du film et bah, finalement, ce que ça représente, hein, le départ des gens, quoi. Donc enfin voilà, vraiment, je rejoins François, quoi. Ta progression, enfin, c'est super. Enfin, moi, je suis pas une critique, de film, mais c'est, tout a un sens. Voilà, tout tu as bricolé le truc et pas bricolé, conduit pour arriver à tout a un sens. Voilà, bravo encore. Merci beaucoup, merci. Véronique, c'est une nouvelle question ou tu n'as pas baissé ta main? Alors, donc c'est, 2 questions d'Henri, donc par écrit. La première question, c'est: «Est-ce que, ce film est passé dans les salles d'art et d'essai?» Et la seconde question: «Est-ce qu'il est disponible en DVD?» Je pense qu'il est passé dans quelques salles d'art et essai, alors je ne sais pas lesquelles honnêtement, il est sorti en France, il est sorti sur 470 salles, donc il y a eu de tout. Il y a eu vraiment des salles, Pathé Gaumont, CGR, comme des toutes petites salles, des cinémas associatifs, et des cinémas d'art et essai à Paris aussi, je sais. Hem et on peut le trouver en DVD, oui, bien sûr, ça y est, il est en vente depuis, le mois de, juillet. Depuis le 12 juillet, il est en vente en DVD et en VOD également, donc sur les plateformes, MyCanal, Amazon, Arte, vous pouvez le louer et pour ceux qui ont Canal, il sera disponible gratuitement sur Canal, à partir du 12 septembre, je crois, la semaine prochaine. Non, non, c'était juste pour revenir, sur la genèse de votre film, Enya, que je trouve extrêmement importante et c'est c'est très, très fort que vous ayez pu faire ce film après ce qui est arrivé à votre grand-mère, parce que ce que vous avez vécu, les 48 heures devenues 15 jours, c'est tout sauf exceptionnel. Et c'est un vrai problème d'un nez rouge sur cette fameuse sédation profonde et continue depuis des années qui est très, très peu appliquée et très mal appliquée et très mal vécue et qu'il y a eu cette espèce de retour de balancier, si je puis dire. C'était pas le but, c'est pas une vengeance évidemment, mais qu'en tout cas vous ayez pu plaider à distance au nom de votre grand-mère à travers ce merveilleux film. Bah, finalement, c'est un petit peu rendre justice d'une manière, ou d'une autre à quelque chose de pas joli qui se passe dans pas mal de nos services et ce que vous avez vécu n'est pas une exception, c'est pas un accident, c'est souvent et donc que vous ayez pu transformer ça, le magnifier, le renverser complètement pour faire ce film merveilleux, bah, super et là, le jeu en valait la chandelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je reviens sur les problèmes de communication. On avait noté euh, qu'en parallèle avec le fait que Marie, la grand-mère, ne veut pas parler de sa mort, même si elle y est prête, mais elle ne sait pas comment le faire, la fille, elle, est bloquée dans sa communication sur le fait qu'elle va avoir ses règles. Mmh, Dans un cas, c'est la mort, et dans l'autre, c'est la capacité à donner la vie. mmh, bien sûr. Et j'ai trouvé ça très beau. Mais et je vais vous dire même, enfin, il y a la volonté aussi de montrer, pour, Bruno, le fait de pas parler de ses problèmes d'argent, il y a quand même tout un truc qui est lié en tout cas pour cet homme-là, à ce que ça représente socialement de galérer financièrement, pour un homme, par rapport à voilà, à la place de l'homme dans une famille et tout ça et moi, c'est des sujets qui me parlent énormément et je trouve que qu'on est on est
plein de tabous comme ça que la société nous impose et qui sont vraiment insupportables et qui créent du conflit. Et effectivement, en tant que fille, jeune fille, bah, les règles, voilà, c'est un sujet, alors qu'il va l'être de moins en moins, je pense, et j'espère, parce qu'il y a plein de nouvelles générations de jeunes femmes super féministes et la parole est devenue ouverte sur plein de sujets, donc ça, c'est tant mieux. Mais effectivement, on parle pas de la mort, on parle pas de la maladie, on parle pas des règles, on parle pas de nos problèmes, en fait, et c'est un vrai problème. Et voilà, et donc effectivement, il y avait une volonté de faire un parallèle entre Juliette, le personnage de Juliette qui passe de adolescente à femme, quoi, et le personnage de Marie qui, elle, est en fin de vie. Et il y avait vraiment voilà, le début de la découverte de la vie et la fin d'une autre vie, quoi. Et on trouvait ça joli. Et en fait, c'est plutôt ce que j'ai eu l'impression de vivre avec ma grand-mère, quoi. C'est comment on se sent quand on est une jeune fille et qu'on a. Moi, j'ai toujours été fascinée par la vieillesse de ma grand-mère, par le temps qui passe, par le parallèle entre moi qui découvre la vie et elle qui la termine. Une question plus personnelle, comment on fait pour être à la fois actrice, réalisatrice, à votre âge, faire tout ça et quand vous faites Fleur Bleue, que je n'ai pas vu, parler aussi de sujets de société avec le même humour, et quels sont vos projets? Bah, comment on fait déjà? On prend plein de compléments alimentaires pour essayer de tenir bon la forme. Non, non, honnêtement, moi, j'ai pas l'impression de travailler, donc je sais faire que ça. J'ai envie. Ma priorité, c'est de réaliser et d'écrire parce que c'est ça qui m'anime le plus et qui, pour moi, est le plus gratifiant. Je trouve que voilà, d'être à l'initiative de projets, de fédérer une équipe autour de soi, de créer des expériences de tournage et tout ça, et puis après d'aller montrer ce projet-là à du public, c'est quand même une expérience folle. Être actrice, j'allais dire, c'est secondaire. J'adore jouer, c'est quelque chose que j'aime faire. Maintenant, si on devait me demander de choisir, je préférerais réaliser parce que je me sens beaucoup plus libre et épanouie quand je réalise. Euh, et puis pour les projets à venir, là, je suis en écriture de mon second long métrage que je suis censée tourner l'été prochain, mais il faut que je m'active un peu là parce que je dois écrire et donc j'ai beaucoup de travail. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va bientôt finir, même si on reste, on le sait après, entre nous. Ah, Euh, j'ai cru entendre une voix, non? non, j'allais dire vraiment merci beaucoup pour cet échange, Enya. Bah, Merci. merci à vous, merci de prendre votre temps dimanche soir, c'est cool, hein. Et le tien aussi. Merci. Et on va encore en faire la publicité parce que, voilà, un demi-million, c'est déjà bien, mais il faut qu'il monte encore parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, parce que, voilà, rien que l'idée d'aller voir un film comme ça, bah, ça peut faire peur. Et pour en parler après, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Tu nous as pas trop parlé de Fleur Bleue. À Fleur Bleue, on a fait 2 saisons de ce programme court qui est donc un programme court sur Fleur, une trentenaire qui enchaîne les rendez-vous galants foireux dans l'espoir de trouver l'homme de sa vie. Et donc, à travers ces rendez-vous foireux, il y a une espèce de pan de la société ou de sujet de société qui est représenté à chaque fois. Donc, il y a l'homme éco-anxieux, il y a celui qui se dit féministe mais qui ne l'est pas vraiment. Voilà, on essaye à chaque fois de traiter d'un sujet de société par ces différents personnages de mecs. Et on a fait 2 saisons, c'est un programme court, on a fait 2 saisons de 10 épisodes qui ont vraiment, vraiment beaucoup marché et on a fait des millions de vues avec ça et c'est génial parce que bah, c'est un projet, moi, que j'adore. Merci encore. Et puis, on Merci à va arrêter l'enregistrement.